Alors bonjour à toutes. Donc bonjour à ceux qui sont connectés par Zoom. Alors on est très heureux de vous retrouver en présentiel enfin. Donc ce Café Boris là va être essentiellement basé sur la rentrée littéraire parce que ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas pu se retrouver, depuis 1 an, pour parler un peu de littérature, même si dans quelques Cafés Boris, quelques collègues ont pu présenter des romans. Donc ça va être surtout la rentrée littéraire de janvier. Et on va donc surtout, on reste dans le même concept que d'habitude. Si jamais vous voulez intervenir, nous couper la parole, voilà, vraiment on est dans un échange, on est tous ensemble. Si vous avez lu des livres de la rentrée littéraire de septembre aussi, pareil, n'hésitez pas à nous en parler. Hein ? Ou d'autres livres, bien sûr. Voilà, donc là, le premier livre que je vais vous présenter, c'est Sylvain Prudhomme, qui avait écrit Par les routes l'année dernière et qui avait reçu le prix Femina. Donc là, dans celui-là, Les orages, j'aime beaucoup ce titre et surtout c'est que en dessous, il a appelé ça des histoires. Alors c'est vrai qu'en France, on parle plus de la notion de nouvelle, qui est vraiment un genre, une forme très particulière, qui est très formalisé avec une chute. Et donc Sylvain Prudhomme, la question est souvent revenue de savoir pourquoi il n'avait pas appelé ce livre nouvelle, mais histoire. Donc c'est vrai que ce sont des histoires et pas des nouvelles. Pourquoi des histoires ? Parce qu'il dit que des histoires, depuis la nuit des temps, on se raconte des histoires. Il y a quelque chose de merveilleux, on raconte des histoires aux enfants. Et justement, dans les histoires, il n'y a pas cette forme qu'on peut trouver dans la nouvelle construite. Donc il est beaucoup plus ouvert et ça lui laisse beaucoup plus de marge de liberté pour raconter des histoires. Alors, je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires, en tout cas il y en a 13. Et à chaque fois, le thème général qui revient, qui s'appelle les orages, c'est dire laissons passer l'orage. Dans la vie, il y a un orage qui arrive, on vit un drame, mais dans ce drame, il y a toujours une petite lumière, exactement comme un orage qui arrive dans le ciel, mais qui va s'arrêter. Il arrive et il va s'arrêter. Et bien dans la vie, quand on a un drame, il arrive brutalement, comme l'orage, et à un moment, ça va s'arrêter. Et pendant ce drame, Sylvain Prudhomme nous montre qu'il y a toujours une petite lumière. Donc je vais vous montrer des exemples dans ces histoires. Donc par exemple, la première histoire qui s'appelle Souvenir de la lumière. Ça raconte l'histoire d'un père qui est au chevet de son jeune enfant, qui a eu une méningite. Il est à l'hôpital entre la vie et la mort. C'est un drame. C'est un orage qui tombe. Et il va y avoir de l'espoir. L'enfant va s'en sortir et l'orage sera passé. Mais même dans ce drame, ce père aura eu de l'espoir. Et voilà. Donc, parmi ces histoires, donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, par exemple, le taille-haie, c'est l'histoire d'un grand-père qui est en train de tailler une haie avec un taille-haie, donc un objet quand même très dangereux. Et il a perdu la mémoire et tout d'un coup, il se retrouve dans son jardin. Son fils arrive et il ne sait plus ce que c'est que cet outil, ce qu'il doit en faire. Donc on est au bord du drame, Mais heureusement, comme nous fait comprendre Sylvain Prudhomme, voilà, il y a quelque chose qui fait que dans ce drame, hop, ça s'arrête et voilà. De justesse, mais ça s'est arrêté. Ensuite, vous avez une très belle histoire qui s'appelle Awa Beauté, qui est une jeune femme qui est femme de ménage, c'est des gens très riches, et elle apprend que son frère a un cancer. Et pour pouvoir soigner ce frère, elle va avoir besoin de beaucoup d'argent pour répondre aux soins et tout ça. Et alors elle, depuis très longtemps, elle mettait beaucoup d'argent de côté pour pouvoir ouvrir un salon de coiffure. Et là, elle va laisser tomber cette idée, ce rêve, pour pouvoir mettre tout cet argent pour guérir son frère. Donc voilà, c'est toujours des histoires comme ça qui peuvent vous paraître simples, et c'est ce qui fait le talent de Sylvain Prudhomme, c'est justement cette simplicité de choses réelles qui
peuvent nous arriver dans la vie, et il le décrit vraiment avec une sincérité, des vrais personnages. Voilà, donc je veux pas, mais vraiment, il faut garder ce sens du drame, où quand on est face à l'adversité dans la vie, il y a toujours cette lumière et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc c'est plein d'espoir, voilà. Alors ce qui est beau aussi, c'est que donc la première histoire s'appelle Souvenir de la lumière et la dernière s'appelle La nuit. Alors par exemple, la nuit, bon, comme ça je vous raconte, voilà. La nuit, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve en vacances. Et ils sont très heureux, ils ont pris une location au bord de la mer. Cette location, c'est un tout petit studio. Ils sont 4 dedans, les 2 enfants, la mère, le père. Et ils sont heureux. Alors on essaie, oui, ils sont heureux. Et en fait, on comprend que cette femme a eu un grave accident. Donc une fois de plus, elle a échappé de peu au drame. Et qu'ils viennent se ressourcer dans cet endroit qui devient complètement magique pour eux, alors qu'il n'a rien d'exceptionnel. Voilà, donc on est vraiment dans... Donc voilà, ce sont des instantanés de vie, lâcher prise et se laisser... voilà, donc c'est vraiment très beau. Qu'est-ce que je peux vous dire de... je pourrais toutes vous les raconter, quoi, c'est tellement... beau. Donc, oui, donc il y a beaucoup aussi sur la mémoire. Pas mal de petites histoires parlent de la mémoire, alors du souvenir, voilà. Donc faut vraiment retenir ce thème d'être fort contre l'adversité et le rôle de la mémoire dans la vie, dans les instantanés de vie. Voilà. Sur l'écriture, voilà, donc il faut savoir que c'est pas mal autobiographique. Hein, donc ces histoires, si vous allez les lire, sachez que ça peut être sa femme, son fils, voilà, son beau-père, sa belle-mère. Voilà, donc c'est vrai que par rapport aux autres romans, là, il l'assume, il le dit que c'est inspiré de sa propre vie. Et donc ce livre, il l'a écrit assez rapidement, pendant le confinement, entre le mois de mars et le mois de juin. Voilà. Et c'était un genre qu'il connaissait absolument pas, de se lancer comme ça à écrire des petites histoires. Il ne savait pas du tout où il allait, et en fait, avec ce confinement, il est venu à parler de choses plus ou moins personnelles. Voilà, donc... un très joli livre, voilà, qui est très bouleversant. Et elle a renouvelé, là, elle vient de sortir un livre sur le crime d'une factrice. C'est dans l'air. Oh, je connais parce que je suis allée dans cette poste où il y a eu cet assassinat. D'accord. Donc j'ai acheté le bouquin parce que j'aime bien sa déontologie. Oui, moi aussi j'aime. Parce qu'elle connaît un des suspects, c'était un acteur très connu. Un jeune un petit peu, qui a un parcours instable, un petit peu atypique, qui depuis d'ailleurs a disparu complètement et qui a été longtemps suspecté, et elle ne prend pas parti. Elle ne dit pas c'est lui qui est coupable, ou c'est un tel qui est coupable. Elle se contente de décrire. Elle est restée, je crois, pendant 3 ans en immersion dans le village. Elle était dans un hôtel et puis elle regardait un petit village tranquille où on se dit oh, bah, il fait bon vivre, là il n'y a pas l'agitation parisienne. Mais c'est quand même pas si simple que ça. Bah, c'est un peu oui, on ne connaît pas dans le milieu où on va, on a une idée, mais on ne sait pas vraiment comment ça se fait. Et je trouve que c'est très bien, c'est une déontologie que je trouve très bien. Et puis elle a une belle écriture aussi. Audrey Joubert. Merci, merci beaucoup. Surtout que la folie, c'est vraiment l'internement psychiatrique, ça fait débat. Ça a toujours fait débat. Les électrochocs, voilà, les cures médicamenteuses, est-ce que... voilà, on reste dans cette idée, la folie, ça fait peur, donc voilà. Et donc là, elle ne prend vraiment pas parti, elle est ni du côté des patients, ni du côté
des soignants. C'est ça qui est beau. Voilà. Bon, super. J'enchaîne. Alors. Ouais, je voulais vous présenter le dernier roman de Louise Erdrich. Oui. Bien vu, Claude. Ah oui. Hop, comme ça vous verrez mieux. Louise Erdrich est une autrice américaine, enfin amérindienne plutôt, et qui a écrit, vous connaissez certainement déjà, hein, elle est assez connue. Elle a beaucoup écrit sur la cause des Amérindiens, notamment. Et là, c'est un roman un petit peu différent de ce qu'elle fait à l'accoutumée. On commence l'histoire avec Cedar Hawk, qui est une jeune amérindienne qui a été adoptée par un couple, on pourrait dire bobo ou hippie, en tout cas très progressiste. Ils vivent une vie assez épanouie, elle fait des études, elle est plutôt heureuse. Et elle tombe, on sait que le roman commence, elle est enceinte, elle apprend qu'elle est enceinte à 26 ans. On ne sait rien du père pour l'instant, c'est assez mystérieux. Il y a aussi une ambiance un peu particulière, ses parents n'arrêtent pas de lui dire de faire attention avec ce qui se passe à l'extérieur en ce moment. On a l'impression, alors moi direct, je suis partie, ça y est, c'est un roman sur la pandémie, donc effectivement on a l'impression qu'il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, en tout cas de nouveau à l'extérieur qui pourrait mettre les gens en danger. On n'en sait pas trop plus au début, hein, on va vite le savoir. Et donc elle est enceinte et du coup ça fait ressurgir en elle son besoin de connaître sa famille biologique. Du coup, il y a des traces, donc elle va rencontrer cette famille qui est assez surprenante parce qu'elle était dans la famille amérindienne un peu fantasmée, voilà, et en fait elle tombe dans une famille tout à fait banale, voilà, pas très reluisante, donc ça lui casse un peu excusez-moi, j'ai mon masque qui n'arrête pas de glisser, ça lui casse un peu son rêve, mais des gens qui l'accueillent et envers qui elle est très curieuse et puis d'un seul coup, voilà, tout s'écroule. On apprend ce qui se passe à l'extérieur, enfin on ne sait pas trop. En tout cas, l'espèce humaine régresse au lieu d'évoluer comme on fait. Les enfants notamment, les nouveau-nés, les plantes, les arbres, il n'y a plus d'hiver. Enfin, du coup, là, ça commence à résonner assez proprement avec tout ce qui se passe. Et les femmes enceintes sont sommées de se rendre dans des centres. Parce qu'apparemment, il y a des problèmes avec les fœtus. Et là, on va commencer vraiment pas une course-poursuite, mais vraiment des moments où elle va devoir se cacher, elle va être dénoncée, elle va être kidnappée. Enfin, on tombe vraiment dans un univers totalement différent, sans trop savoir pourquoi ces femmes enceintes sont mises de côté, qu'est-ce qui se passe aux enfants. On imagine le pire, mais on n'en sait vraiment trop rien. Donc on va la suivre dans ses déboires, enfin, c'est assez dramatique. Ça reste toujours sensible parce qu'en fait c'est un journal. Elle écrit un journal pour son bébé à venir. Et du coup on est très près de sa personne à elle. On sent que derrière c'est le chaos. On voit des choses terribles se passer, mais on est vraiment très proche de sa personne et de son rapport à la maternité, du coup qui est assez fascinant dans l'histoire. Rapport à sa maternité et rapport à ses deux familles, donc sa famille d'adoption et sa famille biologique, dont les deux, donc sa mère biologique et sa mère adoptive vont vraiment s'unir, enfin, ces deux univers, ces deux familles vont s'unir pour essayer de la protéger, de la sauver. Alors, ce qui se passe en fond est assez diffus, on n'a pas de réponse franche sur ce qui se passe. Alors bien sûr, ça fait allusion aux problèmes écologiques, à la manière de transformer les humains, enfin à plein de choses, aux pandémies, enfin... Mais ça reste derrière. On est vraiment sur sa relation à son enfant, sa relation à sa famille. On n'a pas toutes nos réponses, mais après chacun peut y mettre ce qu'il a ressenti sur à la lecture, à la fin du livre. On n'a pas beaucoup de réponses en fait, mais chacun peut y mettre ce qu'il a ressenti, ses sentiments, ses émotions. Et c'est vraiment, ça se dévore. Hein, c'est un gros bouquin, il se passe plein de choses. Et c'est assez fascinant sur la maternité, la famille, les liens, comment on peut se rapprocher malgré deux univers totalement différents.
Et il y a cette pointe de fantastique, de monde post-apocalyptique, enfin qui pourrait être demain, qui pourrait être même actuellement, puisqu'on traverse. Donc voilà, je vous le conseille, c'est une très belle écriture. Louise Erdrich, elle en a écrit pas mal d'autres, qui sont tous très très beaux, souvent en lien avec la cause amérindienne. Elle a eu une vie incroyable aussi, émaillée de pas mal de drames. Donc voilà, je vous le conseille, très très beau, vous ne serez pas déçus. Quelqu'un avait déjà lu... Oui, pardon. Je voulais dire, en fait, c'est plutôt de la science-fiction. C'est plutôt de la science-fiction, de l'anticipation. Et ça aurait pu être dans une collection de science-fiction d'anticipation. Ah oui, tout à fait. Sans aucun problème. Ouais. C'est un sujet qu'on retrouve depuis des années dans beaucoup de nouvelles ou de livres de SF, en fait. C'est aussi, franchement, un hommage à La Servante écarlate, du coup, de Margaret Atwood. La Servante écarlate est un autre auteur. Enfin, on sent l'hommage aussi à ces autrices-là. Même si. Ces livres sont d'anticipation. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Oui. Après, comme ça fait souvent référence à la culture amérindienne, il y a souvent des passages qui peuvent être légèrement fantastiques ou oniriques, mais plus ça s'arrête là. Et là, on est. En fait, tu le sens pas. Si tu le sens, parce qu'en fait. Enfin oui, on le sent quand même, puisque effectivement, là, dans le roman, l'Amérique est du coup gouvernée par, je ne me rappelle plus du nom, c'est l'église de la nouvelle constitution qui prend du coup le pouvoir. On ne sait pas trop qui ils sont, on ne le saura pas. Mais en tout cas, il y a un nouvel ordre, une nouvelle organisation aux États-Unis et c'est situé aux États-Unis. Enfin, ça fait penser à plein de choses aussi, forcément. Donc voilà, mais effectivement, ça pourrait être un roman anticipation. Il y a tous les codes. Tous les codes. Hors limite, Claude. Hop là. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà le festival Hors Limite ? Le festival Hors Limite. Est-ce qu'a remplacé le festival ? Non. Donc jusqu'à maintenant, vous n'avez pas entendu parler de ce festival. Si, chaque année. Donc, non, mais ça m'aurait étonné un petit peu quand même. Voilà. Cette année, ils vont pas pouvoir le faire, donc ils essayent de faire de le faire par des systèmes de visioconférence, comme nous, Jitsi, on fait ici. J'espérais vous présenter leur nouveau site, mais en fait, il est toujours pas en ligne, on n'a toujours pas le programme non plus. Le festival est du 26 mars au 10 avril, voilà. Donc on est un peu en avance. Donc pour l'instant, on n'a pas d'idée vraiment des villes qui vont participer, ni des auteurs, sauf pour nous. Alors, en fait, pour commencer votre voyage, j'ai essayé de prendre une allégorie sur le web, puisqu'on est en numérique, et en partant d'Internet comme étant une mer, et la Seine-Saint-Denis comme étant les Caraïbes, avec différentes îles. Alors pour commencer votre voyage littéraire, il faudra commencer par le site de Hors Limite quand il sera mis en ligne, où vous aurez tous les auteurs et les programmes en entier. Ça vous permettra de retrouver, s'ils gardent un petit peu la même, une des mêmes présentations, ils avaient une carte sur la Seine-Saint-Denis avec des points pour indiquer quels étaient les endroits. Donc ça vous permettra. Je ne suis pas sûr, parce que pour l'instant, ils vont reconstruire entièrement tout leur site. Il n'est pas encore en ligne. Donc ça vous permettra de savoir qui passe dans telle ville, et ce genre de choses. Donc j'ai dit, comme on partira de leur site, ça vous permettra d'aller voir les différents auteurs. Et ça marquait bien, surtout.
Donc pour ça, il vous faudra un navire, c'est-à-dire votre navigateur préféré, Internet Explorer, Chrome, toutes ces choses. Ça vous permettra d'aller de Montreuil à Drancy, de Saint-Ouen à Tremblay. Et les autres villes qui vont participer, dont on n'a pas encore la liste. Ça vous permettra aussi comme ça d'aller voir les sites des auteurs pour préparer votre voyage. Ou si vous aimez les surprises, de ne rien préparer, d'y aller comme ça au hasard. Tout ça, bien sûr, de chez vous, puisque ça sera par écran, par des logiciels, et de chez vous. Nous, on va recevoir de toute façon 2 auteurs qui feront escale chez nous. Ça sera Iliana Holguin Teodorescu et Gwenaëlle Abovillier. Elles ont l'une a une page Facebook publique, donc même si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aller voir les informations qu'elle donne. Donc c'est Iliana. Ouais, Iliana. Et Gwenaëlle Abovillier a un blog où elle met sa production, ce qu'elle en pense, les gens qu'elle... C'est une petite photographie de sa vie. Vous connaissez déjà un petit peu Jitsi, la visioconférence, ce genre de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez donc avoir tous ces mots, podcast, webinaire, visioconférence avec tous les logiciels qui existent, Zoom, Jitsi, Metic, enfin bon, vous avez énormément de logiciels pour ça. Chaque ville va sûrement utiliser le sien, mais il n'y aura pas un logiciel fixe. Nous, si ça sera Jitsi, chez d'autres ça sera Zoom, chez d'autres ça sera encore un autre logiciel. On avait mis sur la page Facebook de la bibliothèque un tuto qui prenait un de ces logiciels. On va le remettre en visible. À partir de ce tuto, de toute façon, ils fonctionnent tous un peu de la même façon. Donc toutes les bases, vous les aurez, quel que soit le logiciel. Après, les petites finitions, par exemple comme sur Jitsi, vous avez une petite main pour prendre la parole, pour indiquer que vous voulez prendre la parole. Sur un autre logiciel, ça va être un point. Donc ça va être vraiment du design, mais autrement, ils fonctionnent tous de la même façon. Voilà, là c'est Jitsi, du coup, celui qu'on utilise. L'intérêt de Jitsi, qui a été après rejoint par même les autres logiciels commerciaux, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer de programme. Si vous êtes sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin d'installer de programme. Vous avez la possibilité d'installer un programme pour avoir des choses en plus, mais là, pour simplement voir et simplement vivre le hors limite de façon numérique, vous n'avez pas besoin de l'utiliser. Si vous regardez sur vos téléphones, en mobilité, sur vos téléphones ou sur vos tablettes, là, oui, effectivement, il faut installer des applications. Mais ça va fonctionner exactement de la même façon. L'intérêt de Jitsi, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de compte, par exemple. Vous n'avez pas besoin on vous donne simplement une adresse. Comme là, l'adresse qui avait été donnée, c'était Café Boris Mars. Vous rentrez dans votre page quand vous cliquez et vous êtes tout de suite connecté. Le fait d'avoir une application va vous donner d'autres possibilités. Mais là, vous êtes tout à fait libre. Il faut savoir que les autres grosses applications, maintenant, font aussi la même chose. Que ce soit Zoom, que ce soit autre, ils vous proposent aussi la possibilité de voir directement sans créer de compte. Ça, c'était pour un des outils que vous allez rencontrer, pour expliquer un des mots que vous allez rencontrer pendant ce hors limite. Les podcasts. Les podcasts, je ne sais pas s'il y en a déjà qui utilisent. Moi, ma compagne est devenue complètement folle de ça. En fait, ce sont des replays de radio, on va dire. C'est-à-dire qu'il y en a des milliers sur des centaines de sujets.
Moi, je sais que ma compagne utilise les podcasts de France Culture. Et ça fait des mois que dès qu'elle a un arrêt de 30 secondes ou une vaisselle à faire, ou la cuisine, ou qu'elle dort, elle écoute des podcasts sur tout et tout et tout. Donc en fait, c'est pareil. Sur Internet, sur un ordinateur, vous n'aurez rien installé. Parce que les navigateurs, mes fameux navigateurs, sont déjà aptes à les écouter, à les lire. En mobilité, sur les tablettes et sur les portables, là, vous allez devoir installer des programmes. Des programmes qui sont des applications qui vont être différentes suivant que vous soyez sur Android ou que vous soyez sur Apple, où il y a des applications qui font les deux. Moi, ce que je peux vous conseiller de toute façon, vos téléphones risquent déjà d'avoir des applications installées. Si je prends du côté Apple, iTunes lit déjà les podcasts. De l'avis d'utilisateur d'Apple, c'est pas vraiment top, mais ça permet quand même de lire le début. Il y a un autre programme que vous pourrez installer qui s'appelle Overcast, qui va vous permettre de gérer vos podcasts. Quand vous commencez à utiliser ces systèmes de podcasts, vous allez enregistrer plein de sujets à lire. Vous allez commencer à mettre des alertes. Si on parle de tel auteur, paf, je vais voir si ça vous préviendra. S'il y a quelqu'un qui a fait un texte dessus, qui a parlé, s'il y a eu une émission que vous pouvez réécouter. Ces logiciels-là vont vous permettre de remplir tout le moindre petit temps libre que vous aviez. Vous n'en aurez plus, c'est fini. Là, je parle d'auteur, mais ça peut être sur vraiment tout. Il y en a un qui s'appelle Radio Public, qui fonctionne sur Android et Apple. On vous donnera la liste plus tard. Qui ne nécessite pas de compte, justement, pareil. C'est-à-dire que vous allez dessus, ça fonctionne tout de suite. Il n'y a pas de compte à créer. L'intérêt de créer des comptes, c'est de garder une mémoire de ce que vous avez déjà écouté, de vous faire des listes, ce genre de choses. Et si vous voulez écouter un podcast sans qu'il y ait de traces que vous l'ayez écouté, vous pouvez très bien utiliser une application comme ça. Un grand album jeunesse. Là, on part complètement dans autre chose, mais en même temps, ça s'appelle Forêt des frères de Yukiko Noritake, une illustratrice japonaise. Donc là, on retombe plutôt dans l'écologie et développement durable. Donc on va avoir des grandes pages, comme ça, avec des toutes petites phrases à chaque fois. Ce sont deux frères qui héritent d'un terrain. On voit, ils ont chacun la même parcelle de forêt. Et il y en a un qui va décider de faire avec ce qu'il y a autour, la nature. Ils rencontrent chacun une jeune femme qui va les accompagner dans leur vie. Et à deux, ils vont commencer à imaginer leur forêt. Et forcément, ça va être des visions très différentes. Et on a des petites phrases à chaque fois qui sont assez bien faites. Donc là, on est être ici juste bien. Et pour l'autre frère, ça va être penser à la suite. Donc on va avoir deux oppositions, deux visions de la vie totalement différentes chez ces deux frères. Donc là, on a se faire une petite place. Et là, on a faire de la place. Donc à chaque fois, ça va jouer un peu une sorte de petit jeu de mots, enfin de jeu de sens, où chacun va transformer son univers de manière différente. Donc là, on a faire avec ce qu'on a, et là, c'est faire avec ce qu'on fait, faire ce qu'on fait ailleurs. Donc c'est assez... bon, bien sûr, hein, ça nous met en garde contre les dérives de la consommation, de l'exploitation de la nature, etc. Mais c'est vraiment fait de manière assez fine. Parce que du coup, ça prend forcément un peu parti, mais on a quand même deux visions de la vie qui peuvent... vous devinez comment ça va finir. À un moment, la jeune femme, elle disparaît de la vie du frère
Là, on a s'approcher de l'eau et là, on a rapprocher l'eau. Et ça va se finir par... voilà. Et du coup, on aura les deux visions de... Je vous le conseille parce que c'est très beau. Il y a plein de petits détails. Vous ne voyez pas très bien de loin, mais il y a plein de petits détails très subtils sur la manière de voir les choses, comment on s'approprie son environnement, qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est très très joli. Voilà, c'était une petite touche écolo pour terminer. Donc vous pouvez quasiment emprunter tous les documents, sauf le Louise Erdrich qui était réservé et à la folie aussi. Et à la folie. Mais vous pouvez le réserver oui, voilà. ensuite. Ouais, ça reste toujours autre chose. Voilà. Ça va, ça vous a plu? Oui. Ça vous a fait du bien, nous aussi. Hein. C'était bien de vous voir. Ouais. Caméra, là. Ouais. Donc ça c'est mort, celui-là. Je peux pas. Ouais. Par contre, tu peux aller le réserver. Ouais. Je peux prendre ça. Ça m'avait parlé. Celui-là où je suis. Oui, ça a l'air sympa. Faut que j'hésite. Moi, celui-là, il me fait très envie. C'était bien le reçu. Alors tiens, tu l'as pas vu? Non, bah non, mais il faut le Non, laisser. mais quand on a 13 ans, je avec moi. Non, mais moi, j'ai